Bonsoir à toutes et à tous. Permettez-moi de saluer la présence de ma collègue Florence Germont, conseillère municipale, qui va nous présenter ensuite tout ce qui concerne l'aménagement place de jeu et qui concerne aussi les aménagements que Spadom met en place. Ce soir, je suis heureux, je dois dire, d'assister à cette séance publique. J'ai déjà assisté à quelques présentations, j'ai déjà fait quelques rencontres avec les architectes. J'étais là lors de l'exposition à la Bourdonnette, lorsqu'on a présenté le projet Terrain d'aventure. Ce projet de terrain d'aventure découle en effet d'une promesse faite à la population par la municipalité en 2007, à la suite de la diminution de la surface du terrain d'aventure de Pierrefleur, puisque sur un des espaces, nous avons construit une école pour enfants porteurs de handicap, qui était aussi une priorité de la municipalité. Nous avons longuement cherché où pouvoir faire un deuxième terrain d'aventure, où il pourrait remplir une mission qui serve aux enfants, aux parents et aux familles d'un quartier. Et la municipalité a mandaté la direction des travaux de rechercher tous les terrains possibles en ville de Lausanne. Et on en a trouvé une dizaine, alors qui étaient plus ou moins intéressants, plus faciles à meubler, qui nécessitaient des modifications de plan partiel d'affectation ou pas. Et la municipalité a finalement tranché sur un projet, après moult discussions. C'était pas si simple que ça, avec le groupe de travail, a décidé d'investir un terrain, le terrain qu'il y a ici de la dune de Malais. Mais au-delà de cette promesse simplement de la municipalité, à travers cette expérience, c'est l'engagement de la ville tout entière dont il est question ici. En effet, en 2012, l'UNICEF a reconnu Lausanne commune amie des enfants. Et cette reconnaissance n'est pas simplement un label ou un petit logo à poser sur des affiches, mais c'est un engagement que prend la municipalité à mettre à disposition un certain nombre d'infrastructures dans une perspective réfléchie pour les familles et les enfants. Et là, le service de la jeunesse et des loisirs, dirigé par Madame Papot, qui a ouvert ces débats, est en charge d'animer, de réaliser, de trouver des projets. Alors il y a ceux formidables comme l'aménagement d'une dune. Dernièrement, vous l'avez peut-être vu, la ville de Lausanne et le service de la jeunesse et des loisirs a inventé ou a créé ce qu'on appelle l'escabeau. Vous savez tous ce que c'est l'escabeau. C'est ce petit banc sur lequel les enfants peuvent s'agenouiller, monter, et qui leur permet, quand ils sont dans des bureaux de l'administration ou ailleurs, d'avoir quelquefois la tête qui dépasse simplement le guichet et qui leur permet de voir ce qui se passe. On a l'habitude d'amener les enfants quelque part et ils sont coincés derrière un mur, ils ne voient rien de ce qui se passe. Ce n'est pas forcément comme ça qu'on leur apprend à devenir autonome et à participer. Suite à cette distinction, Lausanne a aussi eu envie d'améliorer l'environnement des enfants, a créé 5 conseils des enfants à Lausanne, aménagé des espaces adaptés à leurs besoins, et la ville continue dans cette perspective. Le terrain d'aventure 2 s'inscrit dans cette volonté municipale d'offrir aux jeunes citoyens un cadre de vie agréable, un espace de verdure, de créativité et de liberté en ville. Vous l'aurez compris, ce projet me tient particulièrement à cœur. Il s'inscrit dans une vision politique à plus long terme, une politique inclusive permettant aux jeunes citoyens de prendre part à la vie collective. C'est pour cette raison qu'une démarche participative a été mise en place. Certains esprits chagrins diront peut-être que ces démarches ne sont que des alibis pour donner bonne conscience aux politiques et faire passer la pilule. Tel n'est pas le cas pour le terrain d'aventure 2 et votre investissement dans ce projet le prouve. Dans la même veine, je pourrais vous donner un exemple de démarche participative, la rénovation de la place de jeu de Boisy. Inaugurée le 6 juin 2014, elle est le fruit d'une démarche participative entre le service parc et domaine de la ville, le centre socio-culturel de Boisy,
et le Conseil des enfants. 2 groupes de travail ont été formés pour discuter, commenter et dessiner les envies et les besoins de chacun. Cette série d'échanges, étalée sur 2 ans, a non seulement permis la rénovation de la place de jeu à l'image de ces jeunes habitants, mais a aussi et surtout permis de renforcer la cohésion entre les différents acteurs du quartier. Selon cette philosophie, illustrée par l'exemple de Boisy, c'est au travers de différents projets, tels que le terrain d'aventure 2, que la ville défend et vous permet de mettre en place ces projets qui font que la cité soit aussi l'œuvre de ses citoyens, votre œuvre. Aujourd'hui, je rappellerai donc que nous sommes ici pour réfléchir ensemble à l'aménagement et au fonctionnement de cet espace. Quel rôle souhaitez-vous donner à l'animation socioculturelle? Quelle organisation interne désirez-vous mettre en place? Quelles sont les heures d'ouverture envisageables? Ce sont quelques-unes des questions sur lesquelles vous aurez à donner votre avis. Ces questions seront dès l'année prochaine entre les mains de la future association du terrain d'aventure, que je vous encourage d'ailleurs à rejoindre. Vous l'aurez compris, cette démarche participative commencée cette année continuera. Plus encore que cette année, nous aurons besoin de vous pour mener à bien le projet. Par exemple, au moyen de la création de l'association Terrain d'Aventure 2. On lui laisse le soin de choisir le nom qu'elle désirera. On aura besoin de vous pour des discussions et des réflexions quant au remplacement du terrain multisport. On discutera aussi peut-être ce soir. Une première séance a eu lieu la semaine passée avec les jeunes du quartier et à ce propos, nous vous proposerons d'autres rencontres avec les usagers du multisport pour mieux cibler leurs besoins. Des réflexions quant à la volonté de la population de s'impliquer pratiquement par la suite. Écoles, foyers, EVAM et autres associations qui sont proches de vous. Afin de clore cette introduction et de laisser la démarche participative se mettre en place, je saluerai celles et ceux sans qui ce projet n'aurait pas pu et ne pourrait pas être possible. Les habitants et les associations qui maintiennent la cohésion du quartier. Et à ce titre, j'aimerais saluer, permettez-moi, c'est un coup de cœur, Madame Andrea Egli, qui a été co-présidente, on le dira comme ça, du centre socio-culturel et avec qui, il y a une dizaine d'années, nous avions déjà réfléchi à la venue d'un terrain d'aventure dans ce quartier. Voilà. Je laisse Madame Papot présenter maintenant les points de la suite de la soirée. Merci. Je me permets juste de faire une introduction avant Madame la directrice. Donc Madame la directrice, Monsieur le directeur, Mesdames, Messieurs, je me permets juste de faire un point de situation où nous en sommes aussi dans la démarche participative. Monsieur Tosato l'a évoqué, nous sommes actuellement dans une première phase qui est importante ce soir. Vous rappelez effectivement que c'est notre 4e séance. C'est important de le souligner. Avec le 26 mai, une présentation de la démarche et les premiers contacts. Le 15 septembre, les premiers groupes de travail sur l'organisation et la conception du futur terrain d'aventure. Le 27 octobre, où nous avions le premier projet qui était monté par le bureau CARP en commun avec la commission d'études aussi. Et puis la critique qui a été faite ici, tout à fait justifiée, avec, si vous vous rappelez, quelques déplacements du bâtiment, réflexion sur la création de l'association, réflexion aussi sur l'orientation du bâtiment que nous avons bien sûr respecté. Toute la question, vous vous en rappelez, ça me fait penser évidemment qu'on revient peut-être à cette question que Mme Egli évoquait la dernière fois, la question des grilles, du couvert, d'un espace aussi pour se retrouver tout simplement au dehors du bâtiment lui-même que l'on pouvait considérer. Aujourd'hui, nous sommes dans la dernière phase, le 3 décembre. C'est la phase vraiment qui permet l'avant-mise à l'enquête, c'est-à-dire que ce soir, après vos remarques, vos critiques, que nous allons reprendre, vous allez voir, on va faire deux groupes de travail. Nous allons évidemment remettre les critiques et les modifications sur le projet et ça nous permettra, avec ce projet en tout cas d'implantation du bâtiment, de déposer
une première mise à l'enquête pour l'implantation de ce bâtiment. Nous n'avons pas encore, et nous avons évoqué cette question-là avec la commission d'études, de savoir si globalement nous avions besoin de 2 mises à l'enquête ou d'une seule mise à l'enquête par rapport au déplacement probable du terrain multisport. La question est encore ouverte. On aura ce soir certainement l'occasion d'évoquer ceci ou lors de la prochaine séance que nous aurons l'année prochaine. Il est important pour nous de rappeler que le délai pour une mise à l'enquête est long. Nous espérons 8 mois si tout va bien. Et puis si ça se rallonge un peu, on est plutôt autour des 10 à 11 mois. Donc c'est-à-dire qu'on aura un moment assez fort de latence après la mise à l'enquête où nous aurons l'occasion de travailler à la fois sur les aménagements extérieurs et à la fois aussi sur le terrain, le déplacement du terrain multisport. Déjà vous donner maintenant les prochaines étapes, puisque vous l'aurez compris, on est à peu près, même pas au milieu, mais au premier tiers de la démarche participative. La première, c'est qu'effectivement, nous aurons 2 séances décisionnelles en janvier, qui fera suite à vos remarques de ce soir, qu'on va devoir intégrer dans le projet. Et puis, effectivement, il faudra qu'on soit surtout d'accord pour dire c'est OK par rapport à la volonté de la population de pouvoir partir avec la mise à l'enquête, avec le représentant du maître de l'ouvrage, qui est le service d'architecture. Nous aurons 2 séances. La deuxième décisionnelle sera en février. Comme d'habitude, on essaie toujours d'avoir 2 séances décisionnelles qui permettent de préparer le projet et d'avoir une séance démarche participative qui nous donne et qui nous alimente pour pouvoir avancer aussi sur le projet et revenir chaque fois vous présenter quelque chose de plus. Un événement en avril au Petit Parc autour de l'avenir surtout du terrain multisport. On a rencontré la semaine passée les jeunes, ou tenté en tout cas de les rencontrer. Et puis effectivement, les jeunes nous ont fait remarquer actuellement que comme pour eux c'est extrêmement abstrait et dixit les jeunes, il fait encore nuit et froid, on n'utilise pas tellement de terrain multisport, nous demandaient si effectivement c'était pas possible d'avoir une vraie réflexion plus tôt lorsqu'on aurait quelque chose aussi à discuter avec eux. Et c'est pour ça qu'on s'est dit qu'en avril, il ferait certainement vachement moins froid et que globalement, il serait peut-être beaucoup moins nuit. On attendra le changement d'horaire et on aura l'occasion d'aller discuter aussi avec les jeunes et avec vous, bien sûr, dans ce cadre-là. L'objectif est toujours d'être au plus près à la fois des besoins, des attentes et de pouvoir être évidemment aussi là pour, disons, diriger les quelques débats s'il y avait lieu, puisque ce n'est pas la première fois qu'on fait une démarche participative, mais j'ai souvenir évidemment lors de la construction de la maison de quartier de Faberges que parfois les commissions décisionnelles permettent de cadrer quelque peu le débat, puisque à la fin d'une commission finalement d'utilisateurs, il y avait une volonté de mettre une piscine à l'étage inférieur de la maison. Une salle d'eau. Ah pardon, une salle d'eau. Une salle d'eau, excusez-moi le terme, en bas d'une maison de quartier. Et effectivement, la commission décisionnelle a quand même dû dire que ce n'était pas exactement possible d'imaginer ça. Donc il y a bien sûr ces éléments-là sur lesquels on est chargé évidemment de restreindre peut-être quelques envies folles. Vous redire évidemment qu'après les 2 prochaines décisions, commissions décisionnelles qui permettront de préparer le travail, nous aurons une séance le 31 mai qui est déjà annoncée, vous pouvez déjà m'inscrire, certainement à 19h30 ici, 1er mars, 31 mai, où nous aurons l'occasion évidemment de pouvoir échanger et suivre encore la démarche participative. Nous n'en avons pas mis plus loin que mai, parce qu'on n'est pas plus au fait nous-mêmes sur vraiment comment aller de l'avant. On sait qu'il y aura une commission encore décisionnelle en juin. Généralement, on essaie toutes les 2-3 commissions décisionnelles de mettre une rencontre pour valider, pour remodifier les projets avec les habitants et vous, bien sûr. La question du remplacement du multisport, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Important de le signaler. De dire que nous avons, suite aux séances, donc c'est-à-dire aux 3 séances précédentes, eu cette discussion-là. Il n'est pas possible de laisser le multisport sur le terrain actuel. On ne peut pas, par rapport à l'espace, avoir les 2, ce qui était une des questions qu'on a évoquées dans la séance 2 et 3, d'ailleurs, qui étaient des longs moments de discussion et de réflexion sur comment aménager les 2, et qui finalement est de dire on va pas déplacer, mais remplacer le terrain multisport en offrant finalement une prestation à la fois plus importante et à la fois certainement correspondante au mieux aux usages qui peuvent être faits de ce terrain ou de ces espaces-là. L'exemple est donné par Mme Kelly-Génie qui nous rappelait évidemment
que si on se rappelle bien, la première fois que le multisport avait été construit, le panier de basket était à l'intérieur du multisport et il était donc impossible de jouer au basket et qu'il avait dû être mis à l'extérieur et que justement, c'est parfois des réflexions sur l'usage qui permettent d'avoir le meilleur usage. À l'heure actuelle, en discussion à la fois avec sport et à la fois avec les différents partenaires, nous avons imaginé d'avoir un remplacement adéquat à la fois sur le terrain qui est ici devant, dont on ne se rend pas compte peut-être maintenant parce qu'il fait nuit, mais qui fait à peu près 2 fois le terrain multisport, et sur le terrain parking, qui est ici, qui pourrait être évidemment utilisé en y réfléchissant aussi à l'usage qui peut être fait lors de manifestations dans la salle de sport, et lors évidemment du montage et démontage de matériel dans la salle de sport, puisque la seule entrée est ici, vous le verrez, enfin vous la connaissez certainement mieux que moi finalement, la porte d'entrée et de sortie du matériel. Donc toute la question sera de dire, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait? La question de la mise à l'enquête est telle que si on fait une mise à l'enquête, et M. Zangui ou Mme Henry qui est là pour me préciser, c'est de dire, si on fait une seule mise à l'enquête, on doit juste définir des zones, mais pas nécessairement, en tout cas pour cet espace ici et l'espace devant, ce qu'il y a besoin dessus. C'est juste ou je raconte des bêtises? Il faut essentiellement préciser les emplacements. Après, ce qu'on y fait effectivement dessus, on peut le réfléchir après. Très bien, merci. C'est juste Mme Henry ici? Oui. Donc Mme Henry, urbanisme, M. Zangui, architecture, notre maître de l'ouvrage, représentant du maître de l'ouvrage. Mme Henry nous aide désespérément, puisque vous le savez, ça c'est important de le repréciser, nous aide désespérément parce qu'on a une particularité sur ce terrain-là, c'est qu'on a dû et on devra, la municipalité a déjà pris la décision, avoir une demande de dérogation importante, parce que normalement, sur le petit parc, le bâtiment que nous aurions le droit de faire, c'est avec 3 surfaces enterrées, 3 murs enterrés, et un seul mur apparent, évidemment. Ce n'est pas ce qui est souhaité par la municipalité et par les habitants, évidemment, et donc Mme Henry de Urbanisme nous aide en la matière. Vous dire évidemment zone de sport et zone de loisirs, et là, évidemment, Spadom et Madame la directrice, et j'en suis absolument heureuse qu'elle soit là ce soir, ça se complète évidemment sur l'aménagement extérieur du parc qu'on va développer tout à l'heure. Et pour les habitants qui ont déjà fait part de cette intention, et pour nous c'est une vraie richesse ce soir, merci, c'est toute la question de la place de jeu. Je pense que la séance 1, 2 et 3 ont déjà évoqué la vétusté de la place de jeu et finalement l'usage, ou mésusage parfois, de la place de jeu. Et ce qui est important évidemment pour nous, merci de nous présenter tout à l'heure les perspectives de Spadom, puisque le projet ne peut pas être fait. Finalement, nous, on n'est qu'un maître de l'ouvrage constructeur, et l'acteur le plus important est probablement Spadom, puisque c'est lui qui est Madame la directrice qui va finalement aussi aménager les alentours. Madame Géraud, Madame la directrice, merci d'être présente ce soir. Un plaisir. Bonsoir à toutes et à tous. Justement, pour moi, c'est extrêmement intéressant de venir à ce moment dans le processus décisionnel pour surtout finalement entendre ce qui va être dit ce soir. Voilà, je suis pas juste devant l'écran. Et puis aussi peut-être avant que l'on vous montre les réflexions que nous avons menées par rapport aux aménagements extérieurs, vous dire un mot finalement sur la politique qui est portée par la municipalité en matière d'espace vert. C'est vrai que pour nous c'est un enjeu essentiel parmi beaucoup d'autres évidemment, mais un enjeu important pour la qualité de vie en ville, ces espaces verts où finalement on arrive à concilier la présence de la nature en ville et la présence de l'interaction humaine, de l'échange, de la rencontre, du jeu. Et puis c'est vraiment, en tout cas à titre personnel, ce qui me porte et qui me passionne dans cette mission que nous avons au sein de la direction des finances et du patrimoine vert, au service des parcs et domaines. Et puis ici particulièrement, je pense qu'on aura vraiment un très très bel exemple de cette conciliation, on va dire, entre la diversité des échanges humains et puis la biodiversité qu'on va essayer de développer sur ce site. Vous le savez aussi peut-être, donc la forêt va être, je ne connais pas bien toutes les discussions que vous avez eues en amont, si jamais je me répète, vous m'en excuserez, mais aussi la forêt qui va prendre un peu plus d'ampleur, puisque c'est une des compensations pour la construction du tram, et puis aussi développer évidemment toute la partie aussi, de venir avec quelque chose de plus naturel, de plus proche de la nature, avec le projet
qui est présenté là. Dire que ça s'inscrit aussi vraiment dans une réflexion globale que nous menons sur les espaces, notamment les places de jeu de la ville. C'est vrai que la municipalité, le conseil communal a octroyé en début de législature un crédit de 3 millions qui nous permet vraiment de venir réhabiliter ces espaces de jeu. Et puis Boisy, Scartosato a évoqué avant Boisy, c'est vrai que c'est aussi pour nous une grande satisfaction cette place de jeu de Boisy où on a travaillé, d'abord on a apprécié toute la démarche participative qui a pu être faite avec le centre de quartier et puis aussi venir avec des éléments naturels, les enfants qui s'amusent, voilà, sur un espace qui est on va dire moins... Voilà, les anciennes places de jeu, comme celle qui est ici d'ailleurs, on est sur quelque chose de beaucoup plus industriel, enfin la place de jeu un petit peu standardisée, et puis nous allons sortir cette place de jeu standardisée, le toboggan et la balançoire, pour venir avec quelque chose, enfin c'est le travail que nous faisons avec Madame Meyer, qui n'est pas là ce soir, mais pour venir avec, on va dire, une personnalité sur les places de jeu que l'on crée aux différents lieux de la ville. Par exemple, la brouette, que nous avons valorisée récemment, on a mis des petits rappels de brouettes stylisées, ou la place de jeu de la Sala, qui a aussi son identité, ou la dune de Malais, sur laquelle M. Rémy, d'ailleurs, qui est ici ce soir et qui a préparé la présentation que je vais vous présenter, a aussi travaillé. Là, c'est aussi venir dune de Malais, on a travaillé avec des éléments qui rappellent une dune, enfin voilà, c'est venir, le travail que l'on fait, c'est vraiment personnaliser les espaces de la ville pour créer un attachement finalement aux habitants du quartier avec leur lieu de vie et pas être avec le toboggan bleu et puis la balançoire rouge. Voilà. Et c'est ce que nous avons essayé de faire ici. Donc voilà, on va aller. J'ai pas le site, je suis toujours un peu perturbée, mais voilà, on va essayer d'être en. Voilà, donc la situation existante, vous la connaissez. Puis, alors, ça, ce sont les parcelles communales comme périmètre pour acquérir le terrain d'aventure, évidemment, puisque au-delà de ces parcelles, ça ne nous appartient pas, et puis il ne faut pas intervenir. Comme je vous l'expliquais, alors ça c'est l'état existant, deux espaces cadastrés en zone forêt. Zone forêt, vous savez que la législation pour la protection de la forêt, elle est assez stricte, donc elle limite les constructions possibles, et puis on a en plus l'espace de compensation forestière qui doit venir ici. C'est un engagement pour permettre la construction du tram en ville de Lausanne. Puis ce cordon boisé de Bigigonin qui doit être compensé ici pour construire le tram. Voilà. Et puis une autre contrainte, dont vous avez sûrement déjà parlé dans les groupes qui ont précédé, c'est évidemment la bande de 10 mètres qui est inconstructible autour des espaces de la forêt. Ça, c'est la législation fédérale, et donc on doit inscrire le projet là-dedans. Voilà, donc par ricochet, l'espace à disposition pour l'implantation du futur bâtiment, c'est celui-ci. Et puis, ça sera présenté après, mais donc l'espace pour le bâti, il est là, du bâtiment sur lequel on a lieu de revenir après. Voilà, et puis, alors, l'idée des aménagements, il y aura plusieurs slides, mais c'est donc de venir avec comme je vous l'expliquais, c'est aussi l'occasion, ce nouvel, en tout cas l'idée, ce qu'on vous propose ici ce soir comme discussion, c'est de venir avec quelque chose de beaucoup plus naturel. Donc on doit aussi, à quelque part, laisser la nature faire sa place. Donc c'est plutôt un accès, les accès au site que l'on voit sur deux parties. Il y a peut-être certains cheminements qu'il faudrait, selon la législation, pour permettre le bon développement de la forêt, qu'il faudrait limiter, mais qui seraient ensuite compensés. On le voit sur les planches suivantes. Alors, on reviendra après sur les accès, mais en tout cas, les accès principaux, ce sont ceux-ci, là, sur le site. Voilà. Ensuite, ce qui est envisagé, c'est cet espace de rencontre, ici, qui doit venir, alors c'est des photos d'ambiance, ça si je reconnais bien, c'est Tivoli, c'est juste, M. Rémy. Voilà, c'est une place de jeu sur laquelle on a travaillé. Donc d'avoir un petit peu la place du village. Ce que l'on recherche aussi dans les aménagements de nos places de jeu, c'est de répondre à plusieurs besoins. Ça peut être justement en pétanque, ça peut être plutôt une population adulte, ou place de jeu pour avoir les enfants, les jeux, etc. Lieu de rencontre. Ensuite, colline. Alors, l'idée, je ne sais pas si ça avait déjà... C'est une nouveauté où ça a déjà été évoqué.
voilà, en tout cas, l'idée en tout cas, que je trouve super, en tout cas la fille, j'étais encore en faute. Super. C'est un immense toboggan ici, d'une distance environ de 20 mètres, en utilisant la pente, et donc qui devrait créer un événement ludique important. Avec un cheminement qui serait, enfin voilà, ici il y aurait un cheminement pour venir sur la colline. Voilà, et puis ici, c'est l'espace pour le terrain d'aventure, où là aussi, l'idée est de concilier, on va dire, cet usage, cette fréquentation pour le terrain d'aventure, puis en même temps aussi de venir avec quelque chose qui est beaucoup plus naturel, qui doit aussi peut-être permettre aux enfants de découvrir la nature, avec peut-être un petit étang, avec des prairies, tout ce genre de choses, avec un espace ouvert. Et puis la forêt, aujourd'hui la forêt, vous avez vu, elle est assez, la lisière, elle est claire et nette, elle est peu, on aimerait travailler plutôt sur des lisières étagées, donc qui ont un aspect beaucoup plus naturel, et puis qui est aussi nettement plus favorable à la faune et à la flore. C'est ça, c'est les propositions. Et la synthèse de tout ça, j'étais un petit peu vite peut-être, mais enfin, c'est de dire, on doit, c'est vrai, que la nature aussi puisse se développer, préserver des zones par rapport au cheminement, et puis venir avec, alors ici c'est encore non défini, enfin c'est pas défini précisément, mais en tout cas, de maintenir la place de jeu là, l'espace de rencontre, zone de pique-nique, les lisières étagées, comme je vous ai dit, et puis l'espace terrain d'aventure, les étangs, une zone de compensation aussi. Voilà les éléments qui sont en réflexion, qui sont actuellement imaginés par le service des parcs et domaines. C'est M. Rémy et les équipes du service qui ont mené ces réflexions pour concilier, on va dire, au mieux ces deux sphères, nature et puis espace de jeu et de rencontre. Voilà, je ne sais pas si j'imagine que c'est dans les ateliers. Ça va venir dans les ateliers. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, rapide aperçu. Je vais juste vous faire comme Pierre-Alain Verrier n'est toujours pas prêt, et comme j'avais mal lu l'ordre du jour, je vais finalement le décaler encore une fois, mais c'était déjà dans le décalage. Donc, la première chose, c'est effectivement, vous l'avez vu, une nouveauté par rapport à la séance 3, c'est la question de la lisière des 10 mètres. On avait demandé à M. Casemi, qui est notre ingénieur forestier cantonal, qui s'occupe finalement de la détermination, eh bien, il y a une non-entrée en matière pour mettre le bâtiment au plus près de la lisière et donc presque la même implantation que le bord du terrain multijeux. Donc si vous vous rappelez la dernière fois, et c'est juste avant pour Ray Descartes dans le début, on a ces 10 mètres de M. Casemi, intouchable, qui change un tout petit peu le projet. Il vous expliquera comment. On a toujours l'espace de rencontre qui reste. Rappelez-vous, pour ceux qui étaient là dans les 3 premières séances, on a 3 zones. Une zone totalement publique ouverte, une zone mixte, semi-entrée, et une zone un peu plus réservée pour les enfants, puisque c'était une vraie demande lors de la dernière fois qu'il y ait un espace réservé pour les enfants, avec toute la question, oui, aussi, à la fin, de la responsabilité. Genre, si on perd le marteau et des clous dans un espace, et comment est-ce qu'on fait pour finalement fermer et réserver un espace plutôt sur le terrain d'aventure, comme on pourrait peut-être connaître un peu plus. Monsieur Duby est là ce soir, au terrain d'aventure de Pierre-Fleur, bien que la réflexion devra être différente. À vous, Monsieur Zandereguer, ou Madame Conneray, je ne sais pas, qui des deux? Ouais, je dis. Bon, il y a tout qui a été dit, presque. Non, c'est pas vrai, le bâtiment, vous avez... Je vais aller assez vite et on arrivera au bâtiment. Donc la situation actuelle, on l'a déjà vu. On passe directement au projet de terrain d'aventure. Alors, Madame Germont l'a dit, il y a 2 accès principaux, en dur en tout cas. Donc, c'est les accès qui sont existants actuellement. Il y aurait éventuellement l'escalier qui, on aimerait peut-être le supprimer pour
donner plus de force à cet espace-là et préserver un peu l'aspect plus intime de la clairière. Voilà. Ce qu'on propose sur ce schéma, on y reviendra après, c'est que les accès, on vient les marquer vraiment comme des seuils d'entrée. Actuellement, on a pratiquement un chemin qui traverse le site, et puis nous, on aimerait travailler cet espace en marquant vraiment les accès. Le bâtiment, ce qui est nouveau, c'est effectivement l'implantation. Donc la dernière fois, la dernière séance de travail, le bâtiment il se retrouvait plus en marge du terrain. Et suite à la discussion avec M. Kazemi, en fait, on a dû l'avancer et du coup, il se retrouve dans une situation beaucoup plus centrale. Alors, qu'est-ce que ça change? Ça change que on a, par rapport à la place de jeu actuelle, à la partie place du quartier, disons, il y a le bâtiment plus avancé, il va créer un espace ici, un peu une poche, disons, de ce côté-là, idem de l'autre côté. Donc, nous, ce qu'on a essayé, c'est de garder le projet comme il était lors de nos dernières discussions et de l'adapter un peu. Donc, une des adaptations, c'est que on va essayer de dessiner cet espace en plantant à l'arrière et pour ne pas créer un arrière au bâtiment, on va également planter à l'arrière. Et l'autre chose qu'on a essayé de faire, vu qu'on est dans une situation centrale, on a essayé de compacter un peu le bâtiment. Et j'y viendrai tout de suite. Mais d'abord, dans l'ordre, donc l'espace urbain, disons, du terrain d'aventure, c'est la place de jeu actuelle, en fait, qui est ici. Hein. Donc là, on fait un peu un saut dans le langage aussi. Celles et ceux qui n'étaient pas présents, peut-être ils ont un peu de la peine à reconnaître le site, parce que là, on ne parle plus de la situation actuelle, on parle du projet. Donc actuellement, on arrive ici, et puis après, on repart là. Donc nous, ce qu'on a senti un peu, c'était le besoin de retravailler cet espace et de lui donner plus d'importance. Donc là, actuellement, le sol en dur, il est par là, quelque part. Hein. Donc on l'a poussé à l'arrière et on a créé l'aménagement en fait de cette zone de, j'allais dire de camping, de pique-nique. Non, on va discuter avant. De pique-nique. Donc des tables, il y a également la discussion d'avoir éventuellement des grilles, mais la discussion n'est pas avancée encore. En tout cas, une zone plus adossée à ce cordon boisé ici, avec son arbre isolé qui est actuellement dans le virage à l'accès du site. Donc de renforcer cet aspect. Et voilà. Et puis également de retravailler en fait toute cette partie-là de la place de jeu, de lui donner un sol différent que le goudron actuel. Donc il y a différents exemples de places de jeu contemporaines où il y a un sol qui est plus adéquat, disons, avec l'activité du jeu. Et retravailler également les limites de cette partie-là. Donc planter, rajouter des bons, un peu dans le caractère actuel, un peu la place publique, donc la place de rencontre. On a mis également un parking vélo dans la zone d'entrée. Et puis, vous voyez, le bâtiment, il vient se brancher dessus, quelque part, il vient à cheval un peu. Donc ça, c'est tous des détails qu'on pourra rediscuter, quoi. Mais le principe, c'est ça, en fait, qu'il y a cette grande place qui est renforcée, en fait, qui s'agrandit. Voilà. Ensuite, donc la partie intermédiaire, avec l'avancement du bâtiment, la tension elle devient plus importante. Donc le pincement de l'espace intermédiaire, elle est plus importante. Du coup, il y a l'espace intermédiaire, il perd un peu en surface, mais il va gagner en fait de force par rapport au vis-à-vis de la colline.
Donc ça c'est la partie de cône en fait qu'on a dédiée au terrain d'aventure avec un système de définition qui peut être des haies tressées ou autres, hein, disons une limite dans la forêt. Et puis voilà, donc cette compression, à l'arrière toujours la forêt qui suit, et puis à notre avis ça devrait continuer à fonctionner comme avant, même s'il est un peu réduit. Il y a la richesse de la colline déjà, de par sa topographie et des aménagements. Donc là il y a l'exemple du chemin qu'on avait déjà discuté lors de la dernière séance. Ça serait l'idée de faire vraiment une sorte de parcours didactique, nature en ville. Donc il y aurait la possibilité de monter d'un côté, redescendre de l'autre. Et il y a cet élément de jeu majeur qui peut être ponctué encore par un petit véhicule au sommet de la colline. Ensuite, la dernière partie, c'est donc la partie du fond de la clairière. C'est la partie la plus réservée aux enfants, donc, quelque part la plus intime du site. Suite à ce pincement, à ce rapprochement du bâtiment, en fait là aussi on a le dessin qui change un peu. On a également travaillé graphiquement, hein. Après dans la réalité on pourra en discuter. Mais graphiquement là, il y avait le trait, Madame Germain vous a montré là le trait de la compensation forestière. Donc nous, les traits, c'est les politiciens qui mettent les traits, nous on n'a pas mis. Donc sur le dessin des architectes, il n'y a pas de trait. Le caractère de la surface dédiée aux animations avec les enfants, donc cabane, jardin, potager et autres, il pourrait avoir le même caractère ici que dans la partie compensation forestière. Donc la référence que vous avez montrée, avec la lisière étagée, en fait, tout autour, avec quelques arbres ou des buissons isolés, disons, et puis la surface, disons, pré, qui pourrait se développer. Voilà, donc on l'a imaginé dans ce sens où il n'y aurait pas de distinction forcément entre les deux parties. Du coup, cet espace-là, il va tout à coup retourner un peu. Donc il va commencer à travailler également dans l'autre sens, à vertical. Là, il n'est pas content, Rémi, monsieur Rémi. Mais disons, ici, ça va être clairement défini comme la zone qui appartient aux enfants, là où ils peuvent faire des activités. Hein. Après, du moment qu'il n'y a pas de clôture nette, on pourrait envisager qu'il y ait, en tout cas, cette expansion qui est envisageable. Probablement pas pour des cabanes, mais disons, à discuter en groupe de travail. D'accord? Donc ça, c'est l'image complète, à nouveau. Donc, vous voyez les deux espaces qui, avec ce rétrécissement, donc l'espace central qui devient un peu moins important, les deux espaces latéraux, ils y gagnent un peu en force. Hein. Avant, c'était ce parallélisme comme ça, sur toute la profondeur. Maintenant, avec le pincement, on a un peu les deux espaces qui prennent un peu plus de force. Je peux juste intervenir. Je pense qu'il faut préciser quelque chose. Étienne Balestra, je suis du service des parcs et domaines et il se trouve que je suis forestier. Donc la zone de compensation, c'est assez formel quand même. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Si on compense... Qu'est-ce que c'est exactement pour Alors, c'est moi très simple. qui suis néophyte, ni forestière, ni rien du tout, j'ai juste eu un jardin potager. Très bien. Donc une forêt, la forêt suisse ne doit pas diminuer. Ça, c'est le législateur qui l'a voulu il y a 150 ans. Et pour ce faire, il a mis une loi, une protection extrêmement rigoureuse sur la forêt. Donc on ne peut pas faire diminuer la surface de la forêt en Suisse. Si par hasard on veut la faire diminuer, c'est qu'on doit construire, si on doit construire un élément dans la forêt, donc on doit soustraire
une surface à son affectation forestière, il faut faire la preuve de l'intérêt public prépondérant et il faut apporter la preuve qu'on ne peut pas le faire ailleurs. Hein, c'est vraiment la notion, on a connu ça avec le M2 par exemple, quand il a fallu faire le M2, il y a quelques zones de droits de forêt qui ont disparu, l'intérêt public c'était évident, et puis le tracé du M2, on ne pouvait pas contourner une zone forestière, ça aurait été déraisonnable d'imaginer ce contournement. Donc à partir de là, on a la possibilité de défricher, donc on enlève, la zone forêt ne devient plus forêt, ça devient une zone constructible, mais on doit compenser. Puis on doit compenser dans la même région. On ne peut pas couper à Lausanne et puis aller compenser à la vallée de Joux, par exemple. Ça, c'est pas possible. Donc on doit compenser dans la même région. Il se fait qu'à Vigigonin, pour réaliser la route qui permettra le tram, etc., les réaménagements, les circulations dans le centre-ville, il a fallu couper un bout de forêt, et ce bout de forêt doit être compensé en ville. Puis les forêts en ville, il n'y en a pas beaucoup. Alors cette compensation, elle vient ici, elle a été négociée avec la Confédération, parce que c'était un gros défrichement. Donc elle a été négociée, et puis la Confédération a autorisé le défrichement de Vigigonin pour autant que ça soit compensé à cet endroit-là. Alors c'est sûr qu'on peut espérer pouvoir s'y promener dans la forêt, parce que le libre accès à la forêt est garanti, mais on ne peut pas espérer pouvoir l'aménager de façon extrêmement ostentatoire ou très définie pour pouvoir avoir des aménagements, etc. Donc je pense qu'il vaut mieux réfléchir à l'espace terrain d'aventure dans la zone que vous montriez tout à l'heure, remettre peut-être le trait politique à l'endroit où il était pour bien montrer qu'il y a une zone de compensation qui est respectée. Et puis ensuite, dans la vie du site, je pense qu'il pourra évoluer. Comme la colline est en forêt par exemple, c'est une zone forestière. On voit qu'on peut mettre un toboggan dans la colline. Donc je pense qu'il n'y a pas d'impossibilité de rêver d'un aménagement. Mais je pense que c'est trop tôt maintenant pour parler de possibilité d'exploiter la zone forestière. Je ne sais pas si j'ai été clair. Juste pour bien comprendre dans la pratique, mais actuellement, dans n'importe quelle forêt, on a le droit de construire une cabane avec ses enfants, par exemple. Oui, à condition. Alors, il y a des forêts où personne ne va vous voir parce que vous serez bien caché. Mais si vous faites une cabane en ville, vous pouvez la construire, mais vous ne devez pas amener de matériaux extérieurs pour la construire. Donc, vous pouvez empiler des bouts de bois, etc., pour faire votre cabane, mais vous venez ni avec de la ficelle, ni avec des clous, ni avec des cordes, etc. Voilà, ça c'est la règle pour essayer de conserver le bois. Il faut voir que c'est jamais le forestier qui vous interdit ça pour son plaisir d'interdire, mais c'est simplement que si on veut conserver des forêts de qualité, etc., il faut limiter quelque peu l'utilisation et l'usage. Merci. En principe, ce que je disais avant, c'est que le terrain d'aventure, c'est ça. Hein? La zone de cabane, c'est ça. Ça, c'est clair. Maintenant, du point de vue architectural, si on ne met pas un mur ici, cet espace, il y aura une ouverture, disons, voilà. Donc, par contre, les cabanes, elles vont se construire là, quoi. Donc, voilà, juste pour être clair. Donc, les trois espaces côte à côte, pour voir un peu comment la relation entre les espaces. Ici, la section, donc avec le bâtiment un peu avancé, ce vis-à-vis avec la colline. On n'a pas dessiné le toboggan, mais juste avec la topographie, on peut l'imaginer. L'édicule aussi, c'est une image. Il n'y a pas de projet actuellement pour l'édicule. On ne sait pas si c'est le départ du toboggan, si c'est une cabane ou si c'est un jeu, simplement. Voilà. La chose que je n'ai pas répétée, disons, mais le bâtiment, en fait, dans sa position, il se veut vraiment comme un espace servant pour l'extérieur. Donc, toutes les activités d'animation, ils se font à l'extérieur. Donc, le bâtiment, il fonctionne comme une boîte à outils. On vient, on prend ce qu'on a besoin, on l'utilise pour les services qu'il contient ou les installations qu'il contient, et on repart. Donc avec la section, c'est assez clair. En plan également, on voit maintenant le plan plus en détail. Ouais. Donc je disais qu'on l'a compacté. Ça veut dire qu'on a gardé les mêmes espaces qu'on avait déjà, mais on les a superposés, on les a emboîtés. Donc, si je résume, la dernière fois, on a discuté de mettre dans la partie en tête vers la place publique
le couvert avec la planche extérieure. Donc ça c'est pour les animations, c'est pour les enfants quand ils se lavent les mains, quand ils lavent les pinceaux après la peinture. Comme ça ils n'ont pas besoin d'aller à l'intérieur. Il y a un projet d'accès, peut-être qu'il ne va pas être sous cette forme-là, accès pour personnes avec handicap. Donc ça c'est la tête qui est en direct lien avec la place publique. La partie centrale, le noyau du bâtiment, donc c'est l'espace d'animation à l'intérieur, c'est l'espace principal avec ses 40 mètres carrés. Et le bureau, qui était à la place ici où il y a l'atelier, on l'a mis à l'étage. Donc on le voit en maquette, après on vous montrera aussi la coupe. Donc on a superposé le bureau à la cuisine. Il y a la partie libre, disons, qui se retrouve un peu plus haute, avec une mezzanine qui va donner dessus. Les WC dans la partie centrale, et à côté, il y a l'atelier, avec qui est une partie isolée, pas forcément chauffée. Disons, toute cette partie centrale, c'est la partie isolée. Et puis après, au-dessus de l'atelier et des WC, on a le rangement d'outillage pour les enfants et le stock de matériaux. Et en bas, on a l'espace de stockage plus du bois, des planches. Donc, si on passe, on a la section, on voit presque mieux en maquette. On a un peu une sorte de symétrie. On a mis, la dernière fois, on vous avait montré une maquette avec plein de toits. Là, on a fait un projet un peu plus sobre avec en gros deux volumes, deux toits à deux ponts. En fait, c'est un peu le même toit qui se développe. Donc, on a tous les espaces sous un même couvert. C'est juste qu'il est plié au milieu pour garder un peu ce langage des éléments qui se répètent. Et puis là-dessous, comme ça, cette image de symétrie, on a à chaque fois les espaces. Une fois, on a la cabane pour les adultes qui font la gestion du lieu. Une fois, on a la cabane des enfants qui viennent chercher leurs outils. Pour les façades, donc la façade elle ressemble à la section, si on peut avancer. Il y a donc les parties qui sont vides, non chauffées, et puis il y a la partie centrale qu'on a imaginé qui pourrait s'ouvrir largement pour profiter également de l'énergie solaire. Et puis, avec la possibilité de, à la fin, pouvoir fermer le bâtiment, même éventuellement soit laisser juste les portes, soit fermer les portes aussi. Et puis à ce moment-là, on a une façade plutôt homogène. Voilà. Donc là, on vous montre quelques références pas forcément de matériaux, même si évidemment c'est toujours une recherche de matérialité, mais plus un langage et plus une démarche aussi. Ici, c'est un bureau où ils ont fait tous les cloisons, les murs de séparation, avec des brochures qu'ils avaient, des anciennes revues d'architecture et autres qui reçoivent, donc ils les ont empilés. Là, il y a une maison qui est construite avec des chutes ou des échantillons plutôt de moquettes. Donc c'est isolation thermique et structure porteuse. Ça, c'est un exemple de ossature bois avec remplissage pull en laine. Ça, je ne sais pas si vous reconnaissez, c'est le traverse de chemin de fer. Donc c'est une sorte de racard réinterprété, le madrier un peu post-industriel, comme ça. Une toiture faite avec des boîtes en alu. Et un bâtiment où il y a un réemploi de bidons d'essence ou d'huile pour la couverture, et la réutilisation de menuiseries provenant de bâtiments déconstruits. Donc ça, c'est quelques idées qu'on vous montre. Comme ça, on peut déjà commencer la réflexion par rapport à une démarche, donc une démarche de réutilisation, une démarche aussi
communication. La façade surtout, ça va être l'élément qui parle avec son entourage. Et puis, une des choses qu'on se demandait, c'est qu'est-ce qu'on pourra trouver à Malais-Montély, comme ressources locales pour soit chez les habitants, soit chez les artisans, les artisanes, pour construire le bâtiment. Voilà. Merci, peut-être préciser, il ne l'a pas faite, l'idée est quand même à terme d'arriver avec une autoconstruction, c'est de dire que l'idée est que l'on construise ensemble, on n'a pas de temporalité pour la construction, mais on construira si on trouve un projet avec vous, ensemble, avec quand même une réflexion développement durable, avec les partenaires, entre guillemets, écoles, institutions, associations, tous les partenaires ici autour, en disant la construction, on sait quand elle débute, on espère qu'elle finisse quand même pas trop longtemps, mais c'est bien ce qui est imaginé. Donc, ça a été présenté aujourd'hui aussi, vous l'aurez compris, il va y avoir la mise à l'enquête ensuite, et puis il peut bien sûr y avoir des modifications encore, dues entre autres à certaines prescriptions réglementaires ou prescriptions évidemment naturelles qui interviendront. Nous allons éventuellement nous allons évoquer tout ça ensuite dans les deux groupes de travail, mais je laisse la parole à Pierre-Alain qui est prêt maintenant. Alors, après cet insoutenable suspense, je peux vous dire que je suis fin prêt. Voilà, mesdames et messieurs, chers amis, on m'a demandé effectivement de parler de l'organisation d'un terrain d'aventure, peut-être avant d'en parler et d'entrer plus particulièrement dans le sujet, et je serai bref parce que je pense qu'il est important de laisser aussi du temps au débat. Absolument. Je veux simplement rappeler effectivement que la FASL, Fondation pour l'animation socioculturelle lausannoise, est née en 1995 d'une volonté de la municipalité et du conseil communal. Elle est subventionnée par la ville de Lausanne et elle gère aujourd'hui 16 lieux d'animation socioculturelle, bientôt 17, avec le futur terrain d'aventure, parmi lesquels on trouve des maisons de quartier, des centres d'animation tels que celui-ci, la Pagode, mais également actuellement un terrain d'aventure à Pierrefleur. Alors la FASL fait un pari. Elle fait le pari de travailler au plus près de celles et de ceux sans lesquels ces actions seraient vidées de leur substance. Je veux parler des habitants et des habitantes des quartiers, soucieuses de s'investir pour le bien commun de leur quartier. Alors, à partir du moment où on a effectivement des habitants qui sont soucieux de leur quartier et qui ont envie de travailler avec nous, ils vont se constituer en association. Et la FASL va passer, elle passe une convention de partenariat avec cette association. Et à partir de là, la FASL va mettre à disposition du quartier et de son association des ressources humaines, des animateurs et animatrices socioculturelles, mais aussi du personnel d'intendance ou du personnel également administratif. Elle met également des ressources financières et un lieu, bien évidemment, on en a parlé longuement tout à l'heure. À partir de là, ce que nous nous demandons à ces associations, qui ont élire un comité d'association, c'est de travailler avec les animateurs et les animatrices, de poser des diagnostics sur le quartier en fonction des besoins socioculturels et à partir de là, de définir ce qu'on appelle un peu pompeusement le projet institutionnel du centre, en d'autres termes, qu'est-ce qu'on va déployer comme activités qui font sens pour le quartier et ses habitants dans le centre d'animation, sur le terrain d'aventure ou dans une maison de quartier. Ça nous paraît essentiel parce qu'effectivement les habitants et les habitantes sont les yeux et les oreilles du quartier. Ils en sont les experts aussi. Il y a d'ailleurs des démarches qui se sont faites. Je vois aussi Madame Église, je veux aussi la saluer pour une autre démarche qu'elle a entreprise, enfin, ou plutôt démarche qui a fini par être entreprise suite à un postulat que vous aviez déposé au conseil communal. C'est celui effectivement de cette démarche participative auprès des quartiers. Contrat de quartier, où là on est effectivement dans la participation. Et on écoute l'habitant, et la ville est à l'écoute effectivement de ses habitants. Les experts
en architecture, les experts en urbanisme, etc., sont à l'écoute de ces habitants. Donc, nous considérons effectivement les habitants et les habitantes comme étant force de réflexion, force de proposition et force d'évaluation du travail qui va être entrepris sur le terrain par les animateurs et les animatrices. Alors pourquoi une association pour le terrain d'aventure? Pourquoi un comité d'association pour le terrain d'aventure? Alors là, je parle effectivement sous le contrôle du président de l'actuel terrain d'aventure de Pierrefleur. Je dirais qu'effectivement, d'abord, que cette association devrait s'inscrire assez naturellement dans la démarche qui a lieu aujourd'hui, cette démarche participative, puisque en fait, un comité va participer à la vie du terrain d'aventure. Le comité et son association, bien évidemment. Donc, finalement, aujourd'hui, cette démarche participative, c'est un peu déjà comme s'il y avait une association. Je veux dire par là qu'aujourd'hui, la ville de Lausanne, le maître d'œuvre, les architectes se nourrissent aussi de ce que les habitants de Malais, de Montély, de la Bourdonnette peuvent apporter effectivement comme besoin de la population par rapport à ce terrain d'aventure, qui ne sera pas un copier-coller du terrain d'aventure de Pierrefleur. On l'a déjà vu là, donc la démarche se poursuit. Donc un comité et son association, dans un terrain d'aventure, eh bien, il va travailler avec les animateurs et les animatrices pour définir alors des choses d'abord tout à fait concrètes, les heures d'ouverture du terrain d'aventure, on va aussi définir est-ce que ce terrain d'aventure, il y aura un accès libre ou est-ce qu'il faudra être membre de l'association pour fréquenter le terrain d'aventure. Et puis il va également définir avec les animateurs et les animatrices les projets qui vont pouvoir s'y déployer, s'y réaliser et les actions qui vont effectivement s'y dérouler. Alors le terrain d'aventure ne pourra vivre qu'avec et par ses habitants. Merci. Si je peux me permettre, vu que Madame Egli a été quand même interpellée par 3 fois et que, évidemment, on ne pourrait laisser la situation, puisque l'interpellation est assez claire. Madame Egli, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu, puisque vous étiez presque dans les premières à demander, si j'ai bien compris, un terrain d'aventure qui n'en était point, la première à demander un contrat de quartier qui finalement a vécu son premier événement à Montély, dites-moi. Désolée, mais... Moi, j'aimerais juste parler un peu de l'historique. Parce qu'on l'oublie souvent, et puis je trouve que dans cette démarche, il doit s'y inscrire pour qu'on tienne compte de ce qui s'est passé avant. Cette démarche de terrain d'aventure, d'ailleurs, le terrain d'aventure de Pierrefleur est né dans le même préavis que ce centre des quartiers de Malais-Montély. Nous sommes nés ensemble. C'était une belle aventure. Et le terrain d'aventure, M. Tosato, il aura tout. Comme on le voulait à l'époque déjà, une zone publique avec une zone pique-nique, une zone de terrain d'aventure, une zone pour les enfants. Il y aura tout ce qu'on voulait, il y aura. Enfin, vraisemblablement. À l'époque, le terrain multisport, il est né d'une démarche participative. On ne l'appelait pas comme ça à l'époque, mais c'était bien une. La déléguée à l'enfance, Madame Scrivan, avait travaillé avec les animateurs de ce centre et avait sillonné le quartier, fait des photos, et les enfants avaient choisi un projet que la municipalité avait validé, c'était un terrain de foot. Un joli terrain de foot, on avait planté des buts, tout le monde en avait inauguré, et puis quelques mois après, il y avait M. Moudou du Spadom, enfin, Parc ce promenade à l'époque, enfin voilà, qui est venu nous dire il faut limiter l'accès à ce terrain, c'est pas possible, il n'y avait plus que 2 trous de boue au but et un au milieu et il n'y avait plus de gazon. Alors il était désespéré. Alors nous on lui a dit c'est un terrain ouvert, vous pouvez faire ça comment? Pas fermer accès. Donc on a beaucoup discuté et on a dit alors il faut un terrain synthétique. Ah ça c'est trop cher, évidemment. C'est trop cher, évidemment, et avec Madame de la PEMS de Malais, Madame Martha Sanchez,
nous l'avons convaincu. Nous l'avons convaincu et il s'est battu dans son service pour faire accepter cette idée parce que c'était trop cher. Et le terrain multisport a été construit. Et ce terrain multisport a été construit et il a été beaucoup utilisé. D'ailleurs, avec M. Maudou, on avait aussi participé à la réfection de la place de jeu, qui aujourd'hui est vétuste, mais qui à l'époque l'était un peu moins. On avait aussi participé avec lui à l'installation de grilles et de tables pour pique-nique aussi là-haut, et aussi à la dune. On avait aussi travaillé pour l'installation de la dune, d'abord le premier projet provisoire et ensuite celui magnifique qui est aujourd'hui en place. Et donc moi je voulais rappeler ça. Je voulais rappeler ça parce que on va déplacer le terrain multisport. Voilà, c'est très bien, on va donner la place au terrain d'aventure. Mais si on déplace le terrain multisport, moi j'aimerais bien qu'on se rappelle que ce terrain multisport a été voulu par les habitants du quartier, par les enfants qui maintenant sont adultes, parce qu'il s'en est passé des années, mais il a été beaucoup utilisé et il l'est aussi. Il est très utilisé aussi par l'APEMS, par les enfants des APEMS. Et c'est bien qu'il y ait des buts ici sur le terrain gazeux, c'est magnifique ça. Mais si on va arriver aux mêmes 2 trous de boue et un au milieu, je crois que l'expérience est déjà faite. On n'a pas besoin de la refaire. Donc, un terrain, les buts là, tout de même, ça coûte peut-être pas très cher, on peut les mettre et c'est très sympa de jouer sur le gazon. Mais un terrain sur ce parking avec un revêtement autre que le goudron, ce serait vraiment très important, il me semble. Merci. J'aimerais juste... Allez-y, Madame Caligé. Après, on a les groupes de travail. Vous inquiétez non, pas. mais c'est juste pour juste 2 mots parce que j'étais avec Madame Egli quand on a commencé à... C'est juste d'ailleurs. Vous êtes d'ailleurs succédé comme présidente. Oui, exactement. Et c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que ce terrain, c'est vraiment le cœur du petit parc. Donc, s'il n'y a pas le terrain, pour les habitants, il n'y a plus de petit parc. On va créer quelque chose. Voilà. Ici. Oui, mais c'est pour dire l'importance. Ah bien sûr. L'importance que ce petit parc, ce terrain doit rester, parce que c'est le cœur du petit parc. Absolument. Même s'il est déplacé, voilà. Il faut qu'il y ait quelque chose. Absolument. Est-ce que je peux vous proposer maintenant, parce que l'objectif est quand même de faire des groupes de travail pour justement avoir une critique, préparer le projet final, savoir où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on pose à l'enquête, est-ce qu'on met 2 enquêtes, en sachant que l'année prochaine, on aura une bonne partie de l'année prochaine, pendant que, entre guillemets, la mise en enquête va traîner, parce que les services sont aussi au niveau cantonal et communal surchargés, va mettre un certain temps, on aura évidemment le temps, pendant un bon moment aussi, de réfléchir à ces déplacements de terrain multisport et à l'aménagement réel. 2 groupes de travail, dont un que j'aimerais proposer sous-divisé. Ça veut dire qu'il faut s'inscrire beaucoup dans celui qui va être sous-divisé au cas où, parce que sinon ça va être compliqué. Un premier ici avec M. Zanderegger et Mme Caudray pour discuter bâtiment, aménagement, probablement, on l'aura bien compris, vert, qu'on puisse ce soir partir avec quelques missions pour les architectes de redessinage, mais surtout quelque chose qui est pas loin d'être préparé pour la mise à l'enquête. 2e groupe de travail ici, avec M. Kohlbrenner, M. Pierre-Alain Mérienne, qui ne le sait peut-être pas encore, et Mme Cortési et M. Duby, en tout cas, qui ne le sait pas encore non plus, pour la création, et peut-être en tout cas, soit Mme Caligénie, soit Mme Andrea Egli, ou soit, j'ai oublié votre nom, de Montélivi, voilà, pour la création de la future association, réflexion sur l'association et l'organisation fonctionnement du terrain d'aventure. Comment est-ce qu'on ouvre? Ou peut-être, Madame représentante de la MIFA, parce que je vois que vous auriez un certain intérêt sur cette question-là. Quand est-ce qu'on ouvre? Et surtout, qu'est-ce qu'on paye? C'est bien pour ça que je m'adresse et je pense que c'est bien si vous êtes là-dedans. Il faudra quand même peut-être un peu pour vous. On ira chercher chez M. Seiler. Voilà. Et dans ce 2e groupe, probablement, si vous pouvez vous séparer entre 2 ou réfléchir à en faire un seul, mais aborder ces 2 éléments, que rôle et définition de l'animation socioculturelle, elle va servir à quoi cette animation socioculturelle? Ces animateurs, on va en faire quoi si on en met? En mettons d'abord.
Et puis, fonctionnement du terrain d'aventure sous la houlette de l'association. Ça veut dire, est-ce que l'association va finalement proposer, et quel projet institutionnel va-t-elle proposer? Est-ce une ouverture que pour les enfants, pour les familles, avec les personnes âgées? Comment est-ce qu'on fonctionne? 40 minutes chrono. Je vous laisse vous séparer.